petit cadet, bonjour. On est clairement sur une journée où je peux pas saquer ça. Donc, la vidéo va me sembler longue, mais longue. Tu te lèves et tu te dis, ah non. Non, ce sera pas pour aujourd'hui. Mais en ce jour de réveil avec la tête froissée, nous nous retrouvons avec la petite gazette et qui concernera ce mois d'octobre de cette année 2024 qui s'achève. On y va, c'est parti pour le point moral de ce mois d'octobre. Alors écoutez, ce mois d'octobre fut placé en majeure partie, sauf quelques jours où ça a été un petit peu plus complexe, mais fut placé. J'étais de très bonne composition, bonne humeur, motivation, enjouée, voilà, contente que les choses avancent un petit peu et que les choses se décantent un petit peu aussi. Mais aussi, il y a eu certains jours dans le mois où ça a été un petit peu plus compliqué. C'était un mois placé aussi avec quelques rendez-vous médicaux, avec des petites surprises à l'issue de ces rendez-vous médicaux, comme vous avez pu le constater vous-même par le biais de mes vlogs. Mais écoutez, très globalement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce mois d'octobre d'un point de vue moral, puisque malgré les aléas et malgré quelques petites déconvenues de santé qui ne sont absolument pas graves parce que réversibles et parce qu'il n'y a pas 36 solutions pour se sortir de ce merdier, je reste motivée, je suis à donf, et donc j'ai très envie de vous dire très bon moral pour le mois d'octobre, pourvu que ça dure. Pour les séries du mois, et dirais-je même la série du mois, puisque j'ai regardé que celle-là, on va partir sur Prime Video et forcément, je suis partie voir un peu ce que pouvait donner la série culte qui est directement en lien avec la première émission de télé-réalité en France qui était Love Story, mais qui va partir plus sur un postulat de nous montrer la naissance, l'origine, l'inspiration de Love Story et les coulisses de Love Story. Et je vais être très claire, j'ai adoré. Une petite série de 6 épisodes, hyper bien ficelée, avec un casting que je trouve au top. Une Loana un petit peu... c'est très très troublant d'un point de vue ressemblance, d'un point de vue diction, phrasé, des phrases qu'elle a pu dire, même des mots, des termes qu'elle a pu dire à l'époque dans l'émission, puisque vous vous doutez, en 2001, j'étais très très au taquet de Love Story. Première émission de télé-réalité, j'étais dans le début de ma vingtaine, j'étais très très à donf. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui nous débarque là-dessus ? Et j'ai trouvé ça, par rapport à Loana et même à celle qui, dans la série, incarne Alexia Laroche-Joubert, j'ai trouvé ça très très bluffant. Le casting est vraiment très bon. Il y a aussi un personnage, alors bien que fictif, puisque après m'être renseigné un minimum, ce personnage n'a pas existé en tant que tel. Et je trouve que le personnage de Karim, c'est hyper intéressant de l'avoir intégré dans la série parce que, quelque part, ça montre, vous savez pas... je pense que je suis suivie quand même par des personnes qui sont plus ou moins de mon âge et qui ont connu le phénomène Love Story. Mais Love Story, ça a été quand même, ils se sont pris une déferlante, ça a été un scandale. On est venu jeter les poubelles et les ordures, les déchets sur les locaux. Bref, ça a fait scandale parce que forcément, c'était, quand on voit ce qu'on voit maintenant, à l'époque, c'était Satanas, c'était le diable en personne. Et il y a un personnage de Karim, lui, par le biais de ce personnage, on va montrer aussi l'envers du décor, c'est-à-dire à quel point, même pour ceux qui travaillaient en coulisses pour le Loft, à quel point ça peut vite faire déraper. On a un personnage de Karim, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais qui est... voilà, vraiment tranquille, qui a quand même une culture, tu sens qu'il y a une certaine intelligence derrière ce personnage, et puis au fur et à mesure du loft et de tout ce que ça implique, la pression et tout, va complètement déraper. Je trouve que dans cette série, tout est très bien retranscrit, et je crois qu'ils sont partis du fait de trop points d'infos. Je trouve que c'est très juste, on n'en fait pas des caisses, ça retranscrit aussi très bien l'époque. On arrive très aisément à se projeter dans le début des années 2000. Moi, le Loft 2001, j'ai 23 ans, je suis déjà maman, ma fille a 2 ans, je suis malgré tout, je suis une jeune femme de la vingtaine, donc je suis à donf,
Mais alors, maintenant avec le recul et avec le recul et donc les 23 ans de plus, on rétropédalait de 23 ans et on balançait la télé-réalité actuelle en 2001. Sans déconner, il y a des morts, hein. Ah non, mais il y a des morts, hein, sans déconner. Parce que c'est vrai qu'on a beau dire que... comment je peux exprimer ça? On a beau dire qu'aujourd'hui, on laisse plus rien passer, on laisse... voilà, c'est très... On peut plus rien dire, comme on dit. Mais n'empêche qu'à l'époque, le loft, c'était tout nouveau. Ça pouvait apparaître comme scandaleux, mais le loft était quand même très soft. Alors évidemment... L'épisode de la piscine, Jean-Édouard, Loana, ok, mais quand même, quand on voit ce qu'on peut nous proposer, quand même. J'ai adoré cette série, je trouve que c'est court, c'est efficace, ça va droit au but, ça nous montre une facette de cette toute première réalité qu'on n'avait pas, ça nous montre un peu jusqu'où on peut aller en coulisses et l'appât du gain aussi, hein, ce que ça peut générer. J'ai trouvé cette série très bien ficelée et par conséquent, je vous la conseille. Faites ce que vous voulez, parce que le Love, c'est particulier, mais en tout cas, j'ai trouvé cette série très bien faite. Alors, les films du mois, je vais de déception en déception. Sachez-le, je vais commencer par un film diffusé sur Netflix qui s'appelle L'Héritage. Alors, L'Héritage, au début, je dois volontiers admettre que ça m'a attrapé. Dans la mesure où on a une famille, évidemment, le schéma était déjà prévisible dès le début, mais on a une famille qui ont en commun un oncle. Un oncle très très riche qui vit dans un énorme manoir somptueux et qui est mort. Et donc, cette famille complètement... Enfin, ils se connaissent à peine. C'est à peine s'ils connaissent leurs prénoms respectifs. Bref, ils ne s'encadrent pas. Cette famille doit se rendre dans ce manoir pour se partager l'héritage de cet oncle en commun. Ils arrivent là-bas. Sauf que un concours de circonstances et plusieurs choses se passent qui font que finalement, si vous voulez l'héritage, les gars, va falloir un peu se souder et surtout faire des petits jeux, répondre à des énigmes. Et cette première partie m'a attrapée parce que je me suis dit, on part un petit peu sur une murder party et j'aime plutôt l'idée. Ouais, sauf que il n'en est rien du tout en fait. J'ai attendu, si tu veux, les vraies énigmes, les vrais jeux. On nous met sur des fausses pistes qui vont rester des fausses pistes puisque, à l'heure actuelle, je me demande encore pourquoi, au début du film, on nous dit, pour ceux et celles qui l'ont vu, le petit garçon va être le héros, alors que, bon, je cherche encore, je cherche encore à quel moment. C'est très long, c'est vraiment très très long, ça se traîne. Tout est hyper prévisible. Tu prends une ficelle, t'es dedans. Enfin bref, j'ai pas compris pourquoi une mise en bouche aussi sympathique pour avoir une très grosse seconde partie du film qui est, pour ma part, je trouve très mauvaise. Enfin, je me suis ennuyée. Donc à partir du moment où je regarde un film qui est un peu dans l'esprit... petit peu dans l'esprit comme ça, où on doit faire des jeux, des énigmes. J'ai envie qu'on joue et qu'on réponde à des énigmes, mais j'ai pas envie que tout le monde se foute sur la gueule. Et c'est à qui va tenter. Et puis c'est très caricatural. On a vraiment des typologies de personnes qui sont poussées dans la caricature et ça en devient même pas drôle. Sur la durée. Globalement, j'ai trouvé ce film plutôt mauvais, donc si je peux vous épargner 1h30 de votre temps, ne me remerciez pas, c'est cadeau. Pour ce second film qui s'appelle Les Dessous de la famille, également diffusé sur Netflix, alors selon moi et sur un avis qui n'engage que moi, épargnez-vous. Ne perdez pas votre temps à aller faire une balle aux prisonniers ou un rami ou quelque chose... qui y ressemble. J'avais très envie de voir ce film parce que je me suis dit au casting, on parle de Nicole Kidman. Bon, Nicole Kidman, on a Zac Efron. Alors lui, moi je m'en tamponne un peu de cet acteur-là, mais bon, Zac Efron. On a Joey King, c'est une actrice que j'apprécie plutôt dans ses films. Et on a la fabuleuse Kathy Bates, American Horror Story de référence. Donc, je veux dire, entre autres, je me suis dit, bon, on est bien placé, on nous a saucé un peu le casting, donc allons voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je te résume le film très vite. On a un patron star, donc une star,
qui a une assistante, donc le patron star. On remarque qu'il incarne bien ce rôle-là, tenu par Zac Efron. Zac Efron, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, je ne suis pas experte en Zac Efron, qui a pour assistante donc Joey King, et Joey King a une mère, Nicole Kidman. En gros, le patron est clairement un patron harceleur, typiquement odieux, avec une assistante qui, dans un premier temps, fait ce qu'elle peut pour répondre à tous ses désirs. Alors, désir qui reste, je veux dire, on ne part pas dans des méandres obscurs, hein, désir de travail, tout ça. Bref, même un peu plus loin, parce que bientôt, il faudrait qu'elle lui lave les pieds, donc passons. L'ignoble patron va se rendre chez son assistante. Je crois pas, je me souviens plus très bien, mais je crois pas qu'il était au courant qu'elle vivait avec sa mère. Bref, il fait la rencontre de sa mère puisque son assistante n'est pas présente. Ils commencent à faire connaissance tous les deux, ça boit des coups et ça se termine en coucherie. Bon, ça finit aussi par tomber amoureux au demeurant, mais alors le drame, c'est quand l'assistante, jouée par Joey King, donc, surprend sa mère et son patron odieux en train de fricoter. Bah, faut ventiler là, hein. Elle n'est pas d'accord, elle se comporte comme un enfant, hein. Je veux pas, je suis pas content. Bon, tout le monde est imbuvable là-dedans, hein. Déjà, la romance en elle-même, Zac Efron et Nicole Kidman, moi, j'y crois pas. Ça sonne faux, et c'est pas une question de différence d'âge, puisqu'il est aussi question de ça. Ils ont quand même une différence d'âge considérable, mais ça sonne faux. Je sais pas, j'ai pas accroché du tout. J'ai trouvé, alors je suis très fan de Nicole Kidman, et bon, notamment j'ai un film de référence qui est Les Ensorceleuses, mais là, je sais pas, il y a un merdier qui me dérange, je sais pas mettre le mot dessus, mais j'ai trouvé que les jeux étaient pas bons. Il y a encore que Kathy Bates qui tire un peu son épingle du jeu et qui a le rôle de la grand-mère de l'assistante dans tout ça, mais je sais pas, ça va pas. C'était un peu étrange. Donc déjà, quand tu regardes une romance et que la romance n'est pas crédible, c'est-à-dire que on te perd un peu en cours de route. Bref, de mon point de vue, ne perdez pas votre temps. Je pense que là, vous seriez mieux d'aller faire un petit tour de trottinette, de vélo ou de marche active. C'est mieux. Je vais terminer par le film dont on entend pas mal parler actuellement, qui est également diffusé sur Netflix et qui est Loup-garou. Ah bah je vous dis, hein, c'est la décrépitude en termes de film pour moi. Loup-garou. Alors, qu'est-ce qui a fait que je suis passée complètement à côté de ce film ? Bah parce que déjà, dans un premier temps, j'avais une attente de jeu. J'avais une attente de voir énormément de jeux dans ce film. Ce qui, pour ma part, n'est pas le cas. Voilà, on est sur l'histoire d'une famille qui va pas très bien, une famille un peu bancale et qui, par le biais du jeu du loup-garou, va se retrouver propulsée au XVe siècle et va, par ce biais, régler un peu ses soucis familiaux, que ce soit la fille avec son père, la mère avec son fils, les enfants, le couple. Bref, voilà pour moi l'histoire. C'est plus une histoire on rabiboche la famille que une histoire qui va nous parler du jeu loup-garou. Alors, oui, il y a des pointes de loup-garou, mais une fois encore, alors, je sais que les règles sont pas... chacun fait ses petites règles quand on joue au loup-garou, mais j'ai trouvé, pour ma part, que les pouvoirs, par exemple... La voyante, j'ai un problème avec la voyante. La voyante qui ne fait dans le film qu'entendre des voix. Bon, j'ai trouvé que les pouvoirs étaient un peu dénaturés, mais une fois encore, c'est dans ma façon de voir les choses, c'est dans les attentes que j'avais. Je peux l'entendre. Je crois que j'avais des attentes identiques à celles que j'avais quand j'ai regardé pour la première fois Jumanji. Bon, alors on n'y est pas. Hein. J'ai vu sur Instagram des comparaisons un peu à Jumanji. J'avoue ne pas comprendre. Parce que, alors si on compare à Jumanji, on est sur un Jumanji qui n'a pas vu la lumière quand même depuis pas mal de temps, qui a pris l'eau, Non, on est vraiment sur un Jumanji très, 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 très low cost,
qui finalement n'a rien à voir avec Jumanji, parce que Jumanji, c'est l'univers, c'est le contexte. On pose les choses, on développe, on comprend le pourquoi. Alan Parrish, merde, pas déconner non plus. Là, c'est vrai que la mise en situation, c'est du Flash Gordon 2 minutes 30, dans la mesure où tu arrives dans le film. Je vais pas en dire plus parce que voilà, mais tu arrives dans le film, tu as 1 minute 30 où tout le monde se chamaille un peu autour du loup-garou, tu vois la belle boîte de jeu. Bref, tout le monde se chamaille un peu, blim, en 2 temps, 3 mouvements, 15e siècle, bonjour les gars, c'est nous que v'là. Bon. Tu vois, Jumanji, il prend le temps de s'installer, il prend le temps de t'expliquer. Il prend le temps de créer tout ce qui va arriver. C'est pas les mêmes moyens, je suppose, je sais pas, hein, mais c'est pas non plus comparable à Jumanji, rien de tout ça. D'un point de vue du film en lui-même et des effets spéciaux et des loups-garous, fallait miser quand même sur le loup-garou, fallait miser sur les effets spéciaux du loup-garou, des costumes, je sais pas, fallait mettre un bifton là-dessus, quoi. Parce que là, les loups-garous, pareil, hein. Ils sortent que la nuit, mais c'est sûr qu'eux, ils ont pas vu le jour depuis un paquet de temps, quoi. Et le casting en lui-même, écoutez, moi, j'ai rien contre l'un et l'autre. C'est juste que ça me fait, franchement, du fond du cœur, ça me fait de la peine de voir Jean Reno dans ce type de rôle. Voilà, pour moi, Jean Reno, c'est Jean Reno. Et là, de le voir... alors lui, il a peut-être pris plaisir, je suis pas dans sa tête. Là, ce n'est que mon avis à moi qui ai regardé le film, mais ça me fait un peu de peine de voir Jean Reno. Je vais vous dire clairement, l'impression que ça m'a fait, c'est qu'on a collé Jean Reno dans un coin et puis tiens, on te met là parce qu'on ne sait pas trop quoi foutre de toi. Ça m'a fait un peu de peine, voilà. Jean Reno, lui pèlera le jonc comme au bailli. Voilà, c'est Jean Reno, entre autres aussi, bien évidemment. Bref, pour ma part, je suis passée complètement à côté de ce film Loup-garou. Peut-être parce que, tu sais, quand t'entends parler beaucoup de quelque chose sur les réseaux sociaux, de ce fait, il y a de grosses attentes. Mais en fait, je pense que, globalement, je devrais plus avoir d'attentes par rapport à Netflix sur la proposition, sur les comédies françaises, sur le cinéma français, parce que on a un petit souci depuis quelque temps. Hein. Alors là, mes petits cadets, permettez-moi de chausser la lunette parce que on va passer au point perte de poids depuis le début. Alors, je vais essayer de faire court, mais bon, faire court chez moi, c'est un peu compliqué. J'espère que vous n'avez pas le retour des lumières, mais bon, hein, on va faire avec. Là, ça va être le point perte de poids. Je vais prendre depuis le début que vous sachiez le poids de départ et compagnie. Comme ça, les prochaines gazettes suivantes, j'aurai que le mois passé à faire. Vous avez compris? On y va. Je tiens un journal de bord pour moi, pour le CSO, pour pouvoir, quand j'ai mes rendez-vous, vraiment me situer. J'ai un journal de bord où chaque mois, je mets les grandes lignes. Et donc, forcément, ce journal de bord, il commence en avril 2024. Donc, je vais vous faire un petit topo assez rapide. Pardon si je lis, mais là, c'est pour vraiment ne pas vous dire de bêtises. Donc, le 19 avril 2024... j'ai donc mon premier rendez-vous au CSO, donc je suis reçue par une équipe qui m'explique comment ça va se dérouler. On commence à mettre des mots sur mes problématiques en fin de compte. Je rencontre la psy, la psychiatre et bien évidemment s'en vient la première pesée. Donc la première pesée au CSO, elle est à 130 kg 800. 130 kg 800. Nous sommes sur... une hyperphagie détectée et globalement, ce qu'il en ressort de ce premier rendez-vous, c'est qu'il va me falloir avant tout, pour régler la forme, qu'il y ait une prise en charge d'un point de vue psy, parce que c'est là où ça déconne quand même le plus. C'est pour eux, il faut s'occuper de ça. Pour les pesées suivantes que je vais t'indiquer, ce sont des pesées relevées à la maison parce que vous vous doutez bien que je ne suis pas tous les 15 jours au CSO et qu'il me faut quand même une balance de référence pour moi m'y retrouver un peu et pour leur faire le retour. Évidemment, à chaque fois que je me rends au centre de nutrition à Bois-Guillaume, évidemment que je suis pesée. Mais là, on va partir sur des pesées qui sont faites à la maison, donc toutes dans les mêmes configurations.
le matin à jeun et quasiment à Walp sur la balance. Voilà. Comme ça, moi, ça me permet de savoir vraiment, parce que vous vous doutez bien que les pesées effectuées là-bas ne sont généralement pas à jeun, sauf la dernière. Et surtout, je ne me fous pas à poil sur les balances du CSO. Alors, le prochain point, c'est pour août 2024, le 29 août 2024. Et c'est là que tu vois, c'est important de noter. Parce que la dernière fois, je me souviens vous avoir dit que la pesée au mois d'août était de 126,6. Elle était à 128,6. Donc, on a une perte absolument presque invisible. D'avril à août, avril, mai, juin, juillet, août, 4 mois, on a une perte de moins 2,2 kg. Où là, on a commencé, si vous voulez, à se poser certaines questions, à se dire, je viens avec ce que je mange, je leur explique. Effectivement, on met en avant le fait que il y a un loup qui se trimballe parce que c'est vrai que vous mangez pas des quantités astronomiques, mais la perte a du mal à se faire. Voilà, il y a de la perte, il y a du moins, mais par rapport aux efforts fournis, à l'activité, à ce que vous faites, il y a un loup qui se trimballe quelque part. Donc, je repars quand même avec des conseils. Au niveau, on me dit de m'éloigner de la balance alimentaire. Bref, je repars avec des conseils que je mets en application. Je double l'activité en termes de marche. On m'interdit, entre guillemets, de faire autre chose. Et j'ai même un plan de marche qui est fait pour moi. Et les pesées qui suivent sont plutôt très bonnes. Moi, j'ai remis ça en place à compter du 31 août et je vous donne les pesées au fur et à mesure. Donc, on part, je vous rappelle, de 128,6. La pesée du 7 septembre, j'ai moins 2,9 kg, ce qui est formidable pour moi. Je perds plus en une semaine de remise en ordre qu'en 4 mois avant. La pesée du 21,9, sachant que j'ai 15 jours sans peser, c'est ça? Ouais, je sais pas pourquoi. 21,9. Ah bah j'étais en vacances, ouais, j'ai moins 3,1 kg pour une pesée sur 2 semaines. Et la pesée du 28 septembre, j'ai moins 0, j'ai moins 700 grammes. Donc ce qui nous donne une totale perte pour septembre de moins 6,7 kg, ce qui est formidable. Et un poids donc à fin septembre, le jour de la dernière pesée, qui est à 121,9 kg. Vous suivez? Ça va? Mais très vite... on retourne, tu vois, la dernière pesée de septembre, moins 700 grammes. Mais par exemple, la pesée du 5 octobre, elle est à moins 500 grammes. Et là, dans ma tête, se remet encore le truc, ça y est. Il y a encore un os du UF, vu que c'est reparti, moins 700 grammes, moins 500 grammes. Et ça se confirme la semaine du 12 octobre, où je monte sur la balance et j'ai moins 300 grammes. Ouais, je me dis, punaise, mais c'est chaud. Je me dis, ça y est, c'est reparti. Je suis très motivée et je me dis, il y a de la perte. Voilà, et j'ai constaté ça, hein, à chaque fois que je vais à Disney, je vais chez Disney, derrière, la perte est minime. Et pour cause, j'ai Disney le 10, je me pèse le 12 et je moins 300 grammes alors que tu claques des kilomètres là-dedans. Bref. Intervient donc cette journée du 17 octobre où, par le biais, à l'issue d'une échographie abdominale, on me diagnostique une stéatose hépatique diffuse. Très vite, parce que vous avez été dedans en même temps que moi, ça me secoue, ça me choque et je me dis en fait là, c'est maintenant. En fait, c'est maintenant, je change tout maintenant parce que j'ai peur. Voilà, simplement, j'ai peur. Stéatose hépatique diffuse, c'est un stade avancé et non débutant. C'est pas un stade simple de stéatose et j'ai peur parce que pour moi, une stéatose hépatique diffuse, dans ma tête, à l'instant où j'entends ces mots-là, je me dis, ça va virer en cancer du foie, en cirrhose, je vais crever. Voilà, globalement, au moins, c'est assez simple, c'est droit au but. Donc, c'est un changement radical d'alimentation à compter du 17 au soir. Clairement, j'ai fait des courses dans la foulée, j'ai fait un drive, je suis allée le récupérer. Bref, c'est un changement radical immédiat. C'est-à-dire que je prends un peu des informations où je peux les prendre et je décide d'arrêter le peu de sucre que je mangeais, c'est stop, c'est basta, et de réduire considérablement le gras. Vous savez, je suis normande, quand je dis gras, je suis normande, moi j'aime la crème, j'aime le fromage, j'aime le beurre demi-sel, donc ça,
on arrête les conneries, on se détend et on trouve des alternatives. Je regarde un peu tout ce qui est IGBA puisque je constate aussi que quand on a une stéatose hépatique diffuse, tant que faire se peut, on évite les index glycémiques trop hauts. Donc, vite fait, voilà, je mets ça en place. Je mets ça en place finalement à compter du 17. On a la journée du 17 puisque pour l'examen, je dois être à jeun. Et je me pèse le 19 et j'ai moins 1,6 kg sur la balance. Sur ce peu de changement. Et c'est après que là, ça prend... Bon, déjà, moi, à partir de là, à partir du 19, j'ai rempli mon job du mois pour la perte de poids, malgré les 2 petites pertes en amont. J'ai rempli ce que moi, je me suis mis comme... ce que moi, je me suis fixé. Et alors, la dernière pesée pour ce mois d'octobre, donc le 26 octobre, j'ai moins 3,4 kg. En faisant une alimentation à IGBA et avec la réduction, la diminution de tout ce qui est gras et pas bon pour ce que j'ai. Pas bon pour ce que j'ai. Je répète, pas bon pour ce que j'ai. Ça ne veut absolument pas dire que ce n'est pas bon pour vous parce que j'ai quelque chose, un souci de santé qui fait que... ces choses-là, pour l'instant, il faut les mettre en suspens, il faut calmer le jeu. Donc, samedi, à la pesée, j'affichais 116 kg 100 chez moi. La synthèse, nous avons un poids de départ au 19 avril au CSO où la configuration était que je n'étais pas à jeun et surtout j'étais habillée à 130,8 kg. Donc, c'était peut-être un peu moins, sachant que ces 130,8 kg là, moi, je suis déjà montée plus haut que ça. Voilà. Et pour un poids, au moment où je vous parle, au 26 octobre, à 116,1 kg. Ce qui est plutôt, ma foi, pas trop mal. J'ai une perte de 14,7 kg pour 6 mois. Compte tenu du fait que je pars sur 130, un peu plus de 130 kg, je trouve ça très bien. Voilà, je trouve pas que ce soit beaucoup, je trouve pas que ce soit trop peu. Dernièrement, il y a les efforts qui vont, que ça va dans le sens, il y a les efforts et j'ai envie de vous dire que c'est comme ça que ça doit se passer. Je trouve ça très bien. En tout cas, ça va dans le bon sens et pour ma santé et puis accessoirement physiquement. Est-ce que je suis contente d'avoir déglingué quasi 15 kilos ? Oui. Je suis contente, mais je m'enflamme plus en fait parce que, comme je vous l'ai dit, dégommer des kilos, j'ai déjà fait 12 millions de fois dans ma vie, puis ils sont revenus. Donc là, la dimension est différente dans la mesure où avant, il n'y avait jamais eu de pathologie. Et moi, dès lors qu'on parle de santé, en fait, ça me fait peur. Et donc, ça me calme dans mes élans, ça me refroidit dans mes ardeurs. Et des jours comme aujourd'hui, si tu veux, ce qui est intéressant de filmer ce point perte de poids avec vous sur un jour comme aujourd'hui où c'est pas la grosse extase côté moral, c'est pas que c'est pas la grosse extase, c'est que je me suis levée, voilà, c'est moyen, voilà, c'est moyen, c'est bon. Je suis très motivée de faire les choses, je veux que ça change, je veux que mon corps se porte mieux, je veux que ma santé soit correcte. Et puis dans un même temps, je me dis, tu te rends compte, on en est arrivé là, j'en fais pas, c'est pas d'en faire des caisses, j'ai conscience vraiment, mais que tout est réversible, mais quand même. Faut-il attendre d'avoir un foie qui te pète à la gueule, littéralement, qui soit sur le point de te péter à la gueule, où on te dit je le vois à l'écho que vous avez le foie gras parce qu'il brille. La vérité. Le mec te dit que ton foie il est en train de briller à travers les appareils. Il y a une sorte de petite culpabilité à la con qui va aller mieux, je travaille, voilà. De toute façon, il y a rien, tout n'est pas réglé, rien n'est réglé. Faut que je travaille aussi ces trucs de me foutre un petit peu la paix parce que je sais qu'on va dans le bon sens, mon corps et moi, et je sais que je vais y arriver. Mais voilà, de se dire, putain, il faut en arriver à ce qu'on te dise, ton foie, c'est un luminou, il brille dans la nuit pour que tu fasses quelque chose, c'est incroyable. Voilà, donc il y a cette petite notion, un peu de colère contre moi, un peu de culpabilité qui va passer. Voilà, mais c'est intéressant de vous prendre
un jour comme aujourd'hui, parce qu'un jour comme aujourd'hui, je sais pas, je vous dis, j'ai la gueule froissée depuis le réveil, ça va passer. Et puis, c'est beaucoup de changements, hein, que ça soit un peu fluctuant. C'est-à-dire que là, dernièrement, je prends beaucoup de changements dans la gueule. Faut s'accrocher. Nous allons passer au coup de cœur que j'ai eu dernièrement contre toute attente, hein, parce que on va parler parfumerie. Et je suis plutôt dans... Je me mettrais dans la catégorie des grandes casse-burettes en termes d'exigence de parfum. Et je fais pas de cadeaux quand ça passe ou ça casse. Dans un premier temps, je vous dirais que la législation m'oblige à vous mentionner qu'il s'agit d'une collaboration commerciale parce que Sarah est professionnelle et que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais Sarah, c'est aussi quelqu'un que je suis et que je connais depuis maintenant quelques années. Mais sachez que le produit m'a été offert par Sarah, que j'ai juste un petit code promo, mais je n'ai pas de lien affilié, je ne perçois aucune rémunération. Moi, j'appelle ça plus de l'échange de bons procédés, mais comme les lois, c'est pas moi qui les ai fait, je préfère mentionner ça. Au moins, on est bon, on est propre, on est clean, on est carré. Sarah travaille pour Shogan. Je pense que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux, puisque là, nous sommes uniquement sur un schéma de vente par le biais de conseillères sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle communément le marketing de réseau, aussi appelé le MLM. Alors, je vais en profiter pour faire un petit point marketing de réseau et MLM, parce que vous avez plusieurs fois pu entendre mon point de vue sur la question. En tant que tel, le marketing de réseau, moi, j'ai rien contre ça, hein. Je veux dire, il y a des conseillères, il y a des ambassadrices, il y a et il y a des clientes, des clients et des clientes. Je n'ai rien contre ça. En revanche, ce qui me pose problème dans le MLM, c'est certaines façons dont les personnes s'y prennent pour vendre leurs produits. J'appelle ça la vente agressive, le marketing agressif, et avec ça, j'ai un sérieux problème. Si tu crois en ton produit et que tu le sais efficace, tu n'as pas, selon moi, besoin d'être limite dans l'agression ou en culpabilisant ton hypothétique client. Si vous ne commandez pas, vous n'avez rien compris. Si vous ne commandez pas, tu n'as pas encore commandé, commande! Waouh! Alors moi, ça, je vous le dis, ça me fait fuir d'entrée de jeu. Et c'est ce que j'ai pu constater avec beaucoup de marketing de réseau comme ça, où selon certaines entreprises de MLM, waouh, limite on t'agresse pour te vendre. Ça, c'est non. C'est non. T'es convaincu de ton produit, t'as pas besoin de... si tu n'achètes pas ce produit, tu passes à côté de ta vie. On est où? On parle d'une crème pour le visage, mollo. Déjà, Sarah, elle bosse pas comme ça. C'est-à-dire qu'elle vient pas t'agresser pour te vendre ses produits Shogan et en l'occurrence les parfums. Sarah me contacte, on échange un petit peu et l'histoire de Sarah par rapport à Shogan, elle est très intéressante parce que avant de devenir conseillère, je ne sais pas si on dit conseillère, mais avant de travailler avec la marque Shogan, Sarah était cliente. Donc moi, pour ma part, sur quelque chose identiquement qui n'engage que moi, mais moi, quelqu'un qui me vend des produits pour lesquels elle est déjà cliente, c'est un certain gage de satisfaction et de qualité parce que généralement, tu deviens rarement client ou cliente d'un produit que tu n'aimes pas ou d'une marque que tu peux pas saquer. Enfin, moi, s'il y a un produit que j'aime pas, je n'y retourne pas. Je teste une fois et après basta. Donc là, il y a si tu veux, il y a cet aspect un peu de Sarah qui a testé, Sarah qui est cliente et Sarah qui garantit ses produits. Voilà, elle en parle en plus avec une certaine passion. Et ça, voilà, c'est différent que de te faire choper par le callback. Tu veux mon produit? Tu veux pas? Voilà, il y a déjà une approche et je trouve ça important. Surtout marketing de réseau, donc tu échanges directement, c'est quand même important qu'avec la conseillère avec qui tu échanges, que ça soit tranquille. Hein. Les parfums ne sont pas une copie, un dupe, ce que tu pourrais entendre, c'est une inspiration. De ce que j'ai pu comprendre, les parfums Shogan, c'est déjà ce qui diffère un peu des parfums de grandes marques, des parfums de parfumerie, c'est que le choix des matières premières est différent. Et de ce que j'ai pu moi-même apprendre, les matières premières sont plus nobles,
que les parfums de grande parfumerie, dans la mesure où déjà on n'a pas de fixateur chimique, ce qui peut être intéressant pour les personnes qui aiment se parfumer et qui sont allergiques à ce genre de choses. Nous n'avons pas d'eau dans les parfums Shogun et surtout il y a des vidéos qui parlent justement qui comparent les parfums Shogun et certains parfums qui sont pour les parfums Shogun dénués de perturbateurs endocriniens, ce qui peut être aussi intéressant parce que je connais des personnes qui ont un œil là-dessus et qui ne consomment pas, qui n'achètent pas si le produit est bardé de perturbateurs endocriniens. Les parfums Shogun, les voilà, j'en ai deux, un à moi et un à ma fille. Moi, j'ai testé les deux, vous vous doutez, pour vous faire un retour. Et les parfums Shogun, j'ai les miens ici, enfin un qui est à moi et un qui est à ma fille, mais j'ai bien évidemment testé les deux. Pourquoi en fait au niveau pour le client c'est moins cher? Parce que à côté il n'y a pas tous les coûts de la publicité qui est quand même un coût assez considérable. Il n'y a pas les locaux, il n'y a pas le loyer. Il y a aussi une réduction sur les coûts liés à la sous-traitance, puisque Shogun fabrique ses parfums. Donc, à partir de là, on minimise aussi les coûts. Bref, et ce que je trouve aussi chouette, d'autant que je ne les trouve pas si vilains que ça, c'est qu'aussi Shogun a pris le parti de tout miser sur le contenu plutôt que sur le contenant. Donc, ça ne se répercute pas sur toi quand tu viens en tant que client, t'achètes, tu ne vas pas avoir à ta charge une partie de ton achat pour le loyer, pour le budget pub et tout ça. D'où le côté accessible des parfums Shogun. Alors, qu'est-ce que je pense des parfums Shogun après test? Et croyez-moi que j'ai fait Jamie c'est pas sorcier, en version Jenny c'est pas sorcier. En premier lieu, j'ai une inspiration du parfum Chanel numéro 5. Alors ça, c'est le parfum, quoi. C'est le truc, je vais être claire. Hein. J'ai cherché longtemps. Chanel, ça coûte un bras. Je l'ai eu, hein, mais quand tu dois le racheter, ça pince un peu quand même le... J'ai cherché longtemps un dupe. Bon, je suis passée à côté. Hein. Et donc, quand Sarah, je vois dans sa liste Chanel 5, j'écoute, pour moi, il y a pas de débat, quoi. On part sur Chanel 5. Il est arrivé, j'ai déballé, j'ai mis un pchit sur ma main. Waouh, ça m'a ramené. Le pouvoir de l'olfaction, c'est que ça te ramène à des instants méga chouettes de ta vie. Et pardonnez-moi, mais dernièrement, j'en ai un petit peu besoin d'avoir des petits retours de nostalgie qui font du bien au moral. Oh, c'est fabuleux. Je suis assez estomaquée de l'odeur très très proche du parfum de parfumerie. Je suis, pardonnez-moi, mais je vais utiliser une expression qui me ressemble, ça me trouve le cul. Parce que là, véritablement, déjà, Sarah, je t'annonce tout cuit, tout cru que moi, je deviens cliente, hein, je vous le dis, parce que là, je suis tellement près du truc que finalement, je vais faire simple, hein, j'ai pas besoin d'acheter le vrai qui va me coûter une greffe de rein. Ce sont des extraits dénué d'eau. Donc, mollo sur le pchitage parce que je peux vous dire que vous embaumez un bus. Donc, moi, les tests. Comment j'ai réalisé le test? Déjà, j'ai fait le test, le parfum de parfumerie et celui-là. Et je vous confirme qu'ils sont quasiment... C'est vraiment tellement proche. Je n'ai pas le droit, je pense, de vous dire que c'est quasi la même chose, mais sincèrement, même si je vous le dis pas, regardez mes yeux. Voilà. C'est vraiment très, très proche. Donc, j'ai fait un test sur le tissu, sur un vêtement et sur la peau. Au niveau de la tenue, sur le vêtement, on est vraiment presque pareil, presque en termes de tenue. Le Shogun perd un peu en intensité en début de soirée quand tu enlèves le vêtement, quand tu vas prendre ta douche. Mais vraiment, compte tenu de la différence de prix, moi, ça ne me pose aucun problème. Sur la peau, la tenue n'est pas la même parce que je trouve que le parfum de parfumerie et l'inspiration travaillent très différemment. L'odeur reste là, mais je trouve qu'effectivement, au niveau du Shogun, on a peut-être, je vous dirais, 12, 19h, 19h30. Je vous dirais, au niveau de la peau, on a peut-être 2 heures en moins de tenue. À la limite, je vais être très claire, qu'est-ce que j'en ai à péter? J'en remets un coup, et puis c'est reparti au prix où je paye l'inspiration Chanel 5. Moi, je m'excuse, mais je mets ça dans le sac, et puis je suis reparti pour un tour. Hein. Le second parfum, c'est l'inspiration
du Black Opium d'Yves Saint Laurent. Là, c'est assez ouf. Alors, c'est le parfum, j'adore ce parfum, vous savez, parfum capiteux. Et au niveau des pyramides olfactives des deux parfums, on est très similaires, on est voire même identique aux pyramides olfactives des parfums en parfumerie. Au niveau du Black Opium, c'est assez ouf. Alors, comme je vous le dis, là, on est sur des parfums capiteux, voilà, qui tiennent bien. Donc, je pense aussi que si comparativement à, par exemple, une inspiration de Flower par Kenzo, ça doit être... Enfin, voilà, je pense que l'idée d'un parfum qui tabasse comme ça, en termes de tenue, il y a forcément un impact. Mais ça, au niveau de la ressemblance avec le parfum de parfumerie, c'est assez dingue. Ma fille, je lui dis, regarde, je lui dis, Sarah te propose un parfum. Bon, merci, tu lui diras merci. Elle a le vrai sur elle. Ma fille ne vit pas sans parfum. Le parfum est dans le sac. Elle a le vrai sur elle. Elle sort le vrai, elle se pchite le poignet, elle prend celui-là, elle fait ça. J'ai dit, il faut que tu attendes un peu, que ça se mette en place. Tu vois, tu fais tes pchites, tu attends 5-10 minutes que le parfum se mette en place. Bon, va-t'en dire, attends 5 minutes. Elle me regarde, elle me dit, wow, elle me dit, c'est le même. Voilà, j'ai essayé de faire une imitation de ma fille. Elle me dit, wow, c'est ouf, c'est le même. Et effectivement, alors déjà, l'inspiration Chanel 5, je trouvais que c'était assez ouf, mais l'inspiration Black Opium, c'est complètement bluffant. Voilà, j'ai un très grand coup de cœur pour les parfums Shogun et j'aime autant vous dire que je pense que par rapport à ma relation avec les parfums, je pense que c'est le début d'une autre histoire d'amour. Bah oui, parce que quand tu as des parfums comme ça qui sont si proches, et puis au niveau de la tenue, c'est très important pour moi, la tenue et comment le parfum travaille, parce que tu vas avoir des parfums qui sont inspirés des dupes, des copies, je sais pas, voilà, tu vas voir, mais au bout d'une heure, d'une part, il n'y a plus rien, et moi, un parfum qui au bout d'une heure n'a plus rien, je suis pas d'accord. Inspiration ou pas, et tu as ceux qui en fin de journée tu sens la litière pour chat, et avec ça je suis pas d'accord non plus. Là pour ma part, au niveau des inspirations Chanel et Yves Saint Laurent que j'ai pu tester, au niveau du rapport qualité-prix, on est bien au-delà des attentes que j'en avais. Au niveau des prix, parce que ça aussi, moi je trouve que par rapport à ce que j'ai là en main, on est bon hein, au niveau des prix. Donc pour ce format-là, qui est un format 35 millilitres, c'est 15,50 €. À partir de 15,50 €, vous trouverez aussi les formats donc un peu plus conséquents, les formats 100 millilitres. Et moi, c'est le format que je vais me commander pour avoir l'inspi Chanel 5 à la maison, qui est à partir de 30 €. Vous avez toute une liste avec des parfums un peu plus haut de gamme, avec des prix un peu plus élevés. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous êtes intéressé pour tester vous-même les parfums de la marque Shogun, offrir ou que sais-je encore, c'est d'aller retrouver Sarah sur son compte Instagram Rendez-vous avec moi-même. Bien sûr, vous aurez tout en barre d'infos, ce qu'il faut pour aller se renseigner. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que Sarah, elle est déjà très, comment je dirais, elle est très solaire. Donc, elle va vous accueillir avec son accent chantant et tu as l'impression tout de suite qu'il y a un petit bout de soleil qui rentre dans ton téléphone quand tu échanges avec elle. Donc, je vous invite à la rejoindre et elle sera plus à même de vous donner toutes les infos supplémentaires. Alors quand même, mes petits cadets, si vous venez de ma part, vous allez trouver Sarah. Je viens de la part de Jenny pour toute commande. Vous avez une petite réduction de moins 10%. C'est à vous de dire que... Sarah, je viens de la part de Jenny. Et pour toute commande à partir de 65 € d'achat, vous avez 10% et les frais de port offerts. Voilà. Alors la conclusion, c'est que Sarah, me voilà. Me voilà. Je vais me faire... j'ai vu 2-3... hormis le Chanel 5, bien évidemment. Ils sont vraiment... C'est très proche. Hein, c'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, c'est un truc de ouf. J'ai repéré 2-3 parfums que j'aimerais tester et croyez bien que je vais même voir pour ma mère, justement le Flower by Kenzo, que ma mère kiffe par-dessus tout. Je me tais, parce que si c'est pour les cadeaux, ça va 5 minutes. En tout cas, merci ma Sarah. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir cet échange de bons procédés parce qu'en plus, ça fait partie, encore une fois, des collabs qui font que j'adhère carrément et je deviens cliente. Hein. Donc, ça, c'est chouette comme collab parce que c'est bien. Voilà, je suis contente. Mes petits cadets,
On va passer, j'ai un mal de tête, pas piqué des hannetons. Ah, je vous vois à nouveau, je tiens à vous dire. On va passer et on va finir sur, parce que je crois que, bon, là, il y a eu le point, tout ça, du poids, machin, cette vidéo va être interminable. On va finir, on a fait le coup de cœur parfumerie, le coup de cœur découverte, bref, on va finir avec le coup de gueule. Parce que là, même si j'ai déjà mis un petit coup, une petite salve sur Instagram, faut quand même que faut quand même que je parle d'un truc ici, parce que c'est tout à fait... je suis indignée, je suis estomaquée. Là, je suis obligée quand même même ici, de faire une piqûre de rappel. Alors, j'ai le recul, donc bon. Mais je suis perplexe. Je suis perplexe quant au fonctionnement de certaines personnes, puisque, bon, bah, pour ceux et celles qui sont sur Insta, hein, mode replay on, je vais m'adresser à ce petit quota de personnes qui a une imagination débordante. Parce que j'ai reçu, je sais même pas comment amener le truc, vu que je l'ai amené très spontanément sur Instagram, mais j'ai reçu un mail. Alors, je vous parle pas de message privé, de DM ou quoi au caisse. La personne a pris le temps de m'envoyer un mail pour m'expliquer concrètement que j'étais un pipeau clarinette. Un joueur de flûte de Pan. Un joueur de flûte à bec. Tu vois, moi, je suis là comme une chaise sur ses quatre pieds. Je partage avec vous. Ce que je partage avec vous, je choisis de le partager. Je le fais de bon cœur. Il n'y a aucune obligation. Comme je le disais sur Insta, j'aurais pu faire le choix de tous mes... Voilà, ce parcours perte de poids médical, de le garder pour moi. Basta faire des petits points de temps en temps à la sauvette, à l'arrache. Je le fais de bon cœur. Voilà, ça me semble évident même. Honnêtement, ça me semble tomber sous le sens. Et vlati pas que je reçois un mail. Alors attendez, parce que on va le décortiquer ensemble quand même. En gros, cette personne me prend pour une joueuse de flûte à bec par rapport à mes examens médicaux. Elle imagine que je vous mène en bateau parce que, je vais vous lire le mail pour qu'on puisse le décortiquer ensemble, mais en gros que je vous mène en bateau et qu'au bout du compte, c'est pour vous annoncer une intervention bariatrique. Je lis le mail mot pour mot, je cite. « Bonjour Jenny, je vais couper dans le mail pour qu'on puisse décortiquer ça. Je viens de finir ton vlog et ta journée d'examens médicaux et je crois avoir deviné le but de tout ça. » Alors, le but, au début, tu lis ça, tu te dis « Ok, assis-toi, faut que je te parle. Tu avais déjà dit que tu étais contre la sleeve, mais tu te rends compte que tu vas devoir passer par là et je crois que tu nous prépares à tout ça en douceur. » Le « en douceur » entre guillemets. Bon, déjà, on a un problème là. Déjà, on a un problème. Et je vais vous exprimer mon problème. À quel moment aurais-je besoin de vous préparer en douceur à quelque chose qui ne regarde que moi, à quelque chose qui ne concernerait que ma santé et à quelque chose qui, quoi qu'il en soit, YouTube et assimilé, n'ont absolument pas leur rôle là-dedans. Donc, pourquoi faire, vraiment, mais du fond de mon cœur, pourquoi faire, j'aurais ce besoin de vous préparer en douceur. Comme je l'ai dit sur Insta, YouTube fait partie de ma vie, mais YouTube n'est et ne sera jamais ma vie. YouTube fait partie de ma vie, partie intégrante, YouTube, mais par contre, mes décisions et mes choix de vie qui me sont importants, ça ne me regarde que moi et éventuellement ma famille, et certainement pas le bon vouloir de YouTube, ni même d'aucun autre réseau social. Je continue le mail. Je n'ai pas été opérée, mais je sais que les personnes qui vont être opérées sont hospitalisées pour faire tous les examens, pour avoir la date plus vite. Bon, écoute, merci pour l'info. Ça va pas nous être utile, mais bon, merci pour l'info. Je ne comprends pas pourquoi tu n'en parles pas, car j'aurais trouvé ça intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui était contre et qui change d'avis. Alors ça m'agace. Ça m'agace parce que, déjà, sachez que oui, l'essentiel de la discussion, c'est qu'il n'est absolument pas question pour ma part. Ça a été
comme je l'ai dit, ça a été la première chose que j'ai abordée avec l'équipe du CSO, c'est si vous avez l'intention de me parler d'opération, prévenez-moi parce que je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Et il me semble même vous l'avoir dit au moment où j'ai eu mon premier rendez-vous. Mais ce qui m'agace, c'est que déjà on m'invente une vie. Bon, ça, écoutez, passons. Mais c'est qu'on me prête des propos que je n'ai jamais tenus. Que je suis contre l'opération bariatrique. Quand, comment, à quelle heure, à quel moment, expliquez-moi. Voilà, comme si j'avais 5 ans. Les propos que j'ai tenus, c'est que l'intervention bariatrique, quelle qu'elle soit de l'ordre de la sleeve, le bypass, l'anneau, que sais-je encore, n'étaient pas des solutions qui sont adaptées à mes problématiques. Voilà, point. Voilà ce que j'ai dit. Et au contraire, moi je trouve, compte tenu du rapport que j'ai aux examens médicaux et de tout ça, moi je trouve même que quelque part, il faut être sacrément couillu pour monter sur un billard et de se dire on va me faire des imbroglios là-dedans, là. Il y a un risque, enfin je veux dire, le risque pour ces opérations-là, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas se faire arracher une dent de sagesse. Donc non, je le répète, je ne suis pas contre les interventions bariatriques. Pourquoi ? D'une part, chacun fait bien ce qu'il veut. Chacun fait bien ce qu'il veut, ce qu'il entend. Ça ne regarde personne, les choix médicaux qu'on fait pour soi. Une bonne fois pour toutes, ces personnes-là, ce quota-là, ce petit quota, occupez-vous de votre trou de balle, please. Elle est là, l'histoire. À aucun moment dans le parcours que je partage avec vous, ça a été une option. À aucun moment, je vous ai dit de but en blanc dès le début, s'il y a question d'opération, je me taille. Point. Il n'a même pas été mis sur la table, le sujet. Les autres s'en chargent pour toi. C'est tout à fait incroyable. Je continue le mail. Écoutez. Et non, mais écoutez-moi. C'est vraiment... Je me désabonne parce que je n'aime pas me sentir flouée. Wow. Surtout quand je ne comprends pas la raison de la cachotterie. Je te souhaite quand même plein de courage pour la suite. Merci. Fallait venir à la fin directement. C'est mieux. Donc moi, j'ai une question par rapport à ce mail de 15 lignes. Pourquoi faire ? Dans quel but ? Quel intérêt ? C'est quoi ? Quelle est donc l'origine de votre émoi ? Non, mais je cherche à comprendre. La dame, elle dit, je me désabonne. Bon, bah écoute, ça, il n'y a aucun souci, parce que je me sens flouée. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui se sentent flouées pour des choses qui n'existent pas, pour des choses qui n'ont pas cours. Parce que je ne comprends pas, qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne comprends pas le pourquoi de la cachotterie. La cachotterie. Mais pourquoi faire en fait ? Pourquoi si demain je me réveille et je me dis allez j'en ai plein le cul, ce qui ne risque pas d'arriver parce que j'en ai pas plein le cul. Allez j'en ai plein le cul. Je vais me faire hop on part pour se faire opérer parce que ça y est là je capitule et j'abandonne. Est-ce que vous pensez ce quota-là ? Est-ce que ce quota-là vous pensez que je vais ouvrir ma caméra. Bonjour YouTube, la YouTube World. J'ai une petite question. Dis-moi, j'ai dans l'idée de me faire opérer. Est-ce que je peux ou pas ? Est-ce que vous allez mal le prendre ? Si demain, je décide de me faire opérer du pied, du fnu, des oreilles, quoi ou qu'est-ce, pardon, mais je me passerai volontiers de l'accord de quiconque ici, en tout cas virtuellement. Je vais être sincère, je trouve ça presque effrayant. Alors non pas, il n'y avait rien d'agressif, il n'y avait pas de menace, je sais faire la part des choses. Je suis pas abruti, quoique, bon, je vais finir par en douter, mais je trouve ça presque effrayant dans la projection. Parce que comment de ça, c'est-à-dire je suis là, je partage avec vous mes examens médicaux, ce qu'il en est. Vous m'avez toujours plus ou moins suivi dans mes délires, enfin dans mes trucs de perte de poids. On n'a fait que ça, 27 000 régimes, 20 ans de tentatives, bon bref, vous n'êtes plus à ça près. Mais comment de ça, sachant que, bon, déjà s'il avait été question d'une intervention bariatrique, depuis tout le temps, je me serais décidée, j'ai envie de vous dire. Mais comment de ce départ, de ce point A, on peut traverser tout l'alphabet et arriver à une finalité qui est là. Qu'est-ce qui se passe pour arriver comme ça à se convaincre de quelque chose vraiment qui n'existe pas, le sujet n'est pas sur la table et qui, sauf vraiment
je veux dire, agonie totale et que je me rende pas compte, mais qui n'existera pas en fait. Pourquoi? Parce que moi, je sais que je vais me sortir de ça sans avoir besoin d'une intervention bariatrique. Je le sais, je le sais cette fois, je le sais. Donc non. Comment on peut, voilà, c'est vraiment ça dans la projection, être convaincu à ce point d'être floué, que la personne fait des secrets, des cachotteries, c'est ça? Comment le cerveau humain peut en arriver là? Je trouve ça, comme je le disais sur Insta, je ne sais pas si je dois en rire, si je trouve ça triste ou si c'est presque effrayant, je ne sais pas. J'arrive pas là à savoir. Si vous voulez, comme je le disais, sans me jeter de fleurs ou quoi aux caisses, je suis pas mieux que quiconque, je suis pas moins bien que quiconque par ailleurs, hein, mais je m'estime en tout cas ce que je vous propose sur YouTube. Bien sûr que j'ai mon jardin secret, il y a des choses que vous ne savez pas et que vous ne saurez jamais parce que ça n'a rien à faire sur YouTube, mais je m'estime quand même relativement généreuse. J'ai pas trop, j'ai bien travaillé là-dessus parce que, par exemple, j'ai pas de complexe à vous dire ce qu'il en est sur mon poids, puisque ça aussi, ça m'a été reproché. Vous êtes toutes là à nous parler de perte de poids et finalement personne ne dit rien. Alors comment voulez-vous que nous, on prenne ce que vous dites pour argent comptant? Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que bon, comprenez bien que si la plupart ne le fait pas, c'est parce que moi, j'ai la facilité parce que j'ai les commentaires désactivés, mais moi, je comprends celles qui n'ont pas les commentaires désactivés. Elles n'ont pas envie de se recevoir des bastos gratos de personnes qui vont pas trouver autre chose à foutre que d'aller démolir quelqu'un qui vous dit qu'il fait 120, 130, 140 kilos. Ça n'a aucun intérêt. Mais tant que ça... on ne comprendra pas que ça n'a aucun intérêt d'aller déglinguer quelqu'un qui se bat tous les jours contre un mur, qui a peur pour sa santé et pour qui l'obésité, c'est pas du tout quelque chose de confort, mais on est bien obligé de faire au quotidien avec ce qu'on a, même si on se bat, même si on essaie de se soigner, eh ben ça se passera comme ça. Voilà, moi je pense qu'à cause de ce genre de personnes-là qui se perdent dans des méandres inexistants, je pense que malgré soi, on a beau être honnête, on a beau se coller une étiquette d'authenticité, tant qu'il y aura ce type de personnes, en fait, malgré soi, on perdra un peu de cette authenticité. Et je vous l'accorde, c'est dommage. C'est dommage, et notamment sur le poids qu'on fait quand on commence quelque chose. Pourquoi? Moi, c'est pas dans une idée de... comment je dirais, j'imagine des personnes qui veulent savoir ton poids de départ, un peu par voyeurisme, peut-être mal placé. Puis tu as tous les autres qui peut-être s'identifient et qui vont se dire, putain, elle a part de 130, si... elle arrive à ça, mais pourquoi moi, j'y arriverai pas? Dans une idée où ça peut motiver. Voilà, mais à cause de personnes comme ça qui vont se servir de ça un peu comme une arme pour t'attaquer, eh ben on fait plus. Et après, ouais, mais vous êtes tout ça. Ben oui, mais remerciez ces personnes-là qui foutent un peu le bordel et que t'as plus envie de rien dire parce que tout est bon pour te faire asmater la gueule gratuitement. Eh ben non. Eh ben non, un youtubeur, un créateur de contenu, alors sauf exception, mais moi, pardon, mais je suis pas là pour, et j'imagine bien d'autres encore, on n'est pas là pour se faire ramasser gratos en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, point. Et moi, je comprends qu'on ne veuille pas étaler certaines choses, notamment quand on est dans un parcours de perte de poids, parce que c'est la facilité, c'est là-dessus qu'on va attaquer, je le sais. J'ai désactivé mes commentaires, en partie à cause de ça. Sur quoi on m'attaquait? Mon gros physique. Voilà. Mais en fait, le plus triste dans tout ça, c'est que normalement, dans un monde idéal qui n'existe pas, hein, entendons-nous bien, normalement, son corps, c'est son corps. C'est à soi, ça nous appartient. Et normalement, dans un monde idéal, personne ne devrait prendre le parti de dire quoi faire, comment le faire avec le corps de l'autre. Parce que c'est le corps de l'autre. Et donc, en fait, t'as pas à en disposer même verbalement comme tu veux. Occupe-toi du tien. De ton huc. Voilà. Non, mais à un moment, c'est une réalité, en fait. C'est une réalité. Là, aujourd'hui, on évolue dans un espace-temps où on dit à l'autre, t'es trop gros, t'es trop mec, t'es trop ci, t'es pas assez ça, t'es pas ci, t'es pas ça. On t'invente des vies, on t'invente des propos mensongers, on t'invente des vérités qui sont pas les tiennes non plus. Lâchez-nous un peu la grappe, sans déconner.
Aujourd'hui, combien de personnes s'empêchent de faire des choses parce que l'autre guignol, là, il va trouver à redire. Wow, ça c'est assez ouf aussi, ça. Combien de personnes s'empêchent de vivre parce que l'autre va trouver à redire, parce que si on s'impose, je vais parler en tant que grosse, mais en tant que grosse, pour ma part, alors peut-être aussi ça, ce n'est applicable qu'à moi et aux personnes qui vivent un peu les choses comme moi, hein, mais on s'impose déjà assez de contraintes soi-même. Voilà, soi-même, dans son regard à soi, parce que pour moi, le regard que l'on a sur soi est le plus important. Le regard de l'autre, tu sais, hein, bon, toi-même, tu sais. Le corps, notre corps, nous impose déjà aussi, lui, ses limites. Alors, vous imaginez, on a un corps qui, même si le cerveau veut, le corps parfois il peut pas. On a ses propres limites et ses propres croyances limitantes. Et on devrait aussi faire avec l'avis de Jean-Jacques, là, du coin du grenier, qui est en train de prendre son café au bar Le Balto. Ouais, c'est bon, quoi, c'est bon. Et c'est pas parce que je sais les phrases bateau, ouais, mais t'es sur les réseaux, faut... Non, 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 en fait, je suis sur les réseaux. Il n'y a rien qui dit qu'elle doit prendre, elle regarde ma vidéo, elle éteint ma vidéo. Il n'y a rien qui stipule qu'elle doit ouvrir sa boîte mail et m'envoyer 15 lignes pour me dire que je suis en train de jouer de la clarinette au clair de lune. Oh, à un moment, je veux bien. On est sur les réseaux, on sait qu'on s'expose à certaines galéjades. On le sait. On sait qu'on s'expose. Mais maintenant, attention, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux que ça excuse tout, hein. Moi, je suis désolé. Enfin, à quel moment tu fais ça? À quel moment tu regardes une vidéo d'une personne, ça pipote, que tu crois être une menteuse, et que tu prends ton mail et que tu lui envoies un mail et tout? À quel moment tu fais ça? Enfin, pardon, mais j'ai des années et des années et des années de réseaux sociaux et de YouTube et tout. J'ai jamais fait ça. Je vous promets que j'ai jamais fait ça. Et je suis pas à part des autres, j'ai pas plus ou moins. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça va me faire du bien, ce petit coup de colère, là. Ça va me ravigoter ma journée, là. Ça y est, la journée va commencer sur les chapeaux de roue. Enfin, vous avez compris un peu l'idée, le lâchage de grappe, en fait. Voilà, le mot de la fin, c'est... va falloir un petit peu se lâcher la grappe pour que tout le monde, même pour elle, là. Même pour elle, elle m'envoie un mail comme ça. L'autre, elle a perdu 15 lignes de sa vie. Elle a pris une demi-heure de son temps, mais même plus, entre regarder le vlog, se faire ses suspens, m'écrire un mail. Ok, par ailleurs, j'ai même pas répondu. Bon, bah, je lui fais une belle réponse là, mais bon, c'est des abonnés, ce qui est ballot. Même si, vous-même, vous savez que ça jettera toujours un œil, mais bon, lâchons-nous un petit peu la grappe, et en l'occurrence, lâchez la grappe des gens qui vous ont pas demandé si votre grand-père ou votre oncle ou votre tante ou votre sœur font de la trottinette électrique Hello Kitty dans la forêt du Chêne-Alleux. Forêt du Chêne-Alleux, Grand Quevilly et tout, pour ceux qui sont du coin, parce que ça va en fait... Et il y a d'autres trucs à faire quand même. Hein. Sophrologie, bain de pied au gros sel, un tour de vélo, jouer aux cartes, un moment en famille, quelques gouttes de CBD, je ne sais pas, mais va falloir un petit peu se lâcher le crapaud 30 secondes. Là. Voilà. Voilà pour la petite gazette du mois. Ah, elle était en forme, la Jenny. Hein, quand j'ai ma tête de con, En attendant, mes petits cadets, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et ce qu'on se dit à vendredi, on verra bien. Des bisous.